Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour, ici Paul Vachon, historien. Nous avons vu dans les émissions précédentes la fin de la Première Guerre mondiale et la décennie, je vous dirais 2 décennies, la décennie 1929 et la décennie 29-39, où d'une part, une des caractéristiques était les années folles aux États-Unis et la crise économique, mais nous avons vu également de quelle façon la situation internationale s'était dégradée ailleurs en Europe, notamment en Italie, avec l'arrivée des fascistes au pouvoir de Benito Mussolini, la guerre civile espagnole de Francisco Franco, un autre fasciste également qui s'installe, et l'Union soviétique, qui est un régime, une dictature, un régime dictatorial, et également un triste événement contre l'Ukraine, l'Holodomor. Aujourd'hui, on va voir, on a vu l'exemple américain, l'exemple russe face à la crise, l'exemple italien, l'exemple espagnol. Aujourd'hui, on va voir l'exemple allemand, qui est très différent des autres. Je vous dirais dans un sens qui se rapproche un peu des États-Unis, mais avec une caractéristique, c'est là que s'arrête toute comparaison, avec une caractéristique assez différente. En fait, la caractéristique différente est celui de l'apparition d'un inconnu. Il arrive je vous dirais, dans l'histoire des peuples, que des gens venus de nulle part, finalement, vont avoir un effet absolument incroyable sur des événements. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gavrilo Princip, qui est le jeune étudiant qui a assassiné l'archiduc François Ferdinand. Bien, la suite de ça, c'est la conséquence, plutôt, c'est la Première Guerre mondiale. L'illustre inconnu dont on va se parler s'appelle Adolf Hitler, on y reviendra. Mais il y en a eu d'autres. Vous vous souvenez sans aucun doute des avions qui ont perturbé le World Trade Center. Les gens qui avaient là, c'était des illustres inconnus et qui vont avoir un effet absolument épouvantable sur la suite des choses. Et présentement, on en a un qui est connu, là, mais qui sortait de nulle part, Vladimir Poutine. Mais on y reviendra. L'inconnu dont on va parler, il s'appelle Adolf Hitler, qui va être responsable, évidemment, du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est qui Adolf Hitler? C'est rien. J'allais dire c'est un raté. En fait, il ne voulait pas faire son service militaire, puis finalement, il s'est porté volontaire durant la Première Guerre mondiale. Il est devenu estafette avec un grade de caporal. Grade de caporal, là, écoutez, t'es soldat, puis t'es caporal de façon quasiment automatique. Alors, estafette, ça veut dire que c'est lui qui, d'une tranchée à l'autre, là, va porter les ordres. Parce qu'on n'a pas de moyen de communication autrement que, j'allais dire, le bouche à oreille, mais il faut se rendre dans les autres tranchées pour être capable de délivrer des ordres. Alors, c'est ce qu'il va faire. Il va être blessé durant la Première Guerre mondiale, à 2 reprises d'ailleurs. Il va être même gazé. Et lorsqu'il va avoir la démobilisation, il va ressentir la défaite allemande de façon très personnelle et il ne prendra pas pantoute, là. Il va considérer que le traité de Versailles a été un diktat des puissances étrangères, ce qui n'est pas faux, là, d'ailleurs. Puis, il n'acceptera jamais cette situation-là. Il va continuer de faire partie de l'armée, il va travailler pour l'armée, puis l'armée va lui donner comme mandat d'infiltrer des groupuscules qui s'appellent le NSDAP. C'est le DAP à l'époque, mais le NSDAP qui est le Parti national-socialiste allemand. Alors, il va l'infiltrer pour donner des renseignements à l'armée, dire ce qui se passe, puis tout ça. Les gens se réunissent dans des brasseries puis discutent. Aujourd'hui, on se réunit sur les réseaux sociaux. C'est à peu près la même chose pour discuter. Et finalement, Hitler va se faire remarquer parce que
ce qu'on n'avait pas vu, puis probablement que lui-même ne l'avait pas vu, c'est qu'il est assez bon dans sa façon de s'exprimer. Il est assez convaincant. Il est surtout passionné, puis il est, comment je vous dirais, il communique cette passion-là. Au point de vue économique, Hitler est dans la dèche. Pour gagner sa vie, il vend des cartes postales. Tu n'es pas riche avec ça, là. Puis il peint des aquarelles. Et il se prend pour un artiste, alors il fait une demande pour aller à l'École des beaux-arts. Il va être refusé parce qu'on trouve que ses peintures manquent de caractère. Enfin, on verra pourtant qu'il y en avait du caractère, mais finalement, il est refusé à l'École des beaux-arts. En 1923, là, il a pris du galon, puis il a fondé le parti NSDAP. Il va participer à un coup d'État qu'on appelle le coup d'État de la brasserie de Munich. Et c'est un coup d'État militaire. C'est des factions militaires qui veulent s'emparer du pouvoir. La police va tout simplement les arrêter, va ouvrir le feu. Il va y avoir des morts. Hitler va être condamné à la prison, mais il va se défendre à son procès. Puis il va se défendre avec sa verve. Il va dire de quelle façon l'Allemagne a été maltraitée, que l'Allemagne est sous l'emprise des puissances étrangères, que c'est pas de sa faute à l'Allemagne. Puis finalement, les gens qui l'écoutent sont assez sympathiques à son discours, à son langage. Il va être condamné à 5 ans de prison, mais en réalité, il va en faire 9 mois. Et c'est une prison dorée, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas une cellule de prison avec un petit lit, puis tout ça, c'est un appartement où il est à résidence surveillée. Il y a des gens qui viennent le visiter, il y a des gens qui viennent le voir, puis tout ça. Puis il y a un studio, il peut écrire, il peut lire, il peut faire un petit peu ce qu'il veut, il ne peut pas sortir, c'est tout. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en profiter pendant ces 9 mois-là pour écrire un volume assez volumineux d'ailleurs. Je l'ai ici, quelques 680 pages. Ça s'appelle Mein Kampf, Mon combat. Et dans ce livre-là, Hitler exprime toute son idéologie, notamment que si l'Allemagne est dans une situation aussi désespérée, aussi difficile, c'est à cause des Juifs, mais c'est la juiverie internationale, mais c'est à cause des puissances étrangères, notamment de la Grande-Bretagne et de la France, mais surtout de la France, qui, pour lui, est le grand responsable de la déchéance allemande. La situation économique en Allemagne en 1932 est désespérée. Le régime qu'on a à cette époque-là, c'est la République de Weimar, qui est une démocratie. Mais c'est une démocratie de dissension, c'est une démocratie où les gens ne s'entendent pas. Il y a plusieurs partis politiques, puis en plus de ça, il y a le maréchal d'Édimbourg. Alors, la situation politique de l'Allemagne est très tendue et la situation économique, comme je l'ai dit, est catastrophique. Vous donnez une idée, là, l'inflation du mark allemand passe de 4 marks par dollar à 1 million par dollar. Puis ça, on est en 1923, avant la crise économique. On passe de 4 marks pour 1 dollar à 1 million de marks pour 1 dollar. Les gens allaient pour payer du pain avec des liasses de billets. Tellement leur argent ne vaut plus rien. C'est humiliant. En 1932, la production chute de 20 % puis les exportations chutent de 25 %. Alors, rien ne va plus en Allemagne. Le déficit budgétaire baisse de 16 %. 30 % de la population est en chômage. 30 % de la population. Et quand tu es en chômage à cette époque-là, c'est quoi ton revenu? C'est 0. Alors, ça en fait ça des masses de gens, de millions de personnes qui sont mécontents, qui sont insatisfaits et qui sont dans une situation désespérée. Hitler, après son putsch manqué, va comprendre que la meilleure façon de prendre le pouvoir en Allemagne, c'est pas par un putsch, c'est par la démocratie, en créant
un parti politique, puis en se présentant aux élections. En 1932, il s'est présenté aux élections auparavant, là, ça n'a pas marché les premières fois, mais en 1932, Hitler remporte les élections. Lorsqu'il va remporter les élections, à partir de là, Hitler va pouvoir se débarrasser du semblant de démocratie qui reste et s'attribuer tous les pouvoirs. En 1933, le Reichstag, le Parlement, va brûler. Aujourd'hui, on sait que ce sont les nazis qui ont brûlé le Parlement, mais ça va devenir un prétexte pour être capable de suspendre des libertés et de créer un État totalitaire. En 1933, devant les critiques de la Société des Nations, l'Allemagne se retire de la Société des Nations. Ça commence à en faire du monde là, qui se retire de la Société des Nations. L'Italie, il n'y a pas d'URSS, il n'y a pas d'États-Unis, il n'y a plus d'Allemagne. Qu'est-ce qui reste? Alors, on voit l'immense faiblesse de la Société des Nations. Hitler, contrairement aux accords de Versailles, qui interdisaient une réorganisation de l'armée, Hitler réorganise la marine et l'aviation, ce qui était totalement interdit, mais puis il rend le service militaire obligatoire, ce qui est totalement interdit. Et qu'est-ce qu'on fait? On proteste par des notes diplomatiques, mais je vous avoue qu'on ne s'en occupe pas tellement. Quand on regarde des films de l'époque, des films d'archives, parce que pour nous, Hitler, c'est un monstre. Je vous avais déjà dit dans une des émissions que si on veut comprendre l'histoire, il ne faut pas la juger avec ce qu'on sait, mais essayer de la comprendre en se plongeant dans l'époque. On ne sait pas ce qui va arriver. On est en 1933. On ne sait pas ce qui va arriver en 1934, 1935, puis etc. On ne le sait pas. On est en 1933. Alors, quand on regarde des films d'époque, qu'est-ce qu'on voit? On voit des milliers et des millions d'Allemands qui font le salut fasciste, qui sont souriants, qui sont heureux et qui adorent Hitler. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Je ne réussirai pas à vous le faire aimer, mais je veux vous faire comprendre pourquoi Hitler a réussi à prendre le pouvoir par la démocratie et pourquoi que de 1933 à 1939, il est adulé, puis il est aimé par le peuple allemand. C'est sûr que plus tard, après la guerre, tous les Allemands vont dire qu'ils n'ont jamais été nazis, qu'ils n'ont jamais fait partie du parti nazi. Pourtant, les archives le démontrent. Tout d'abord, c'est la politique des grands travaux. On va créer des autoroutes. Vous savez, l'autoroute là, qu'on a aujourd'hui, là, c'est une invention allemande. Ça s'appelle Autostrasse et on va créer des autoroutes. On va même créer une voiture qu'on va appeler la voiture du peuple, un peu comme le modèle T américain qui permettait aux gens d'avoir une voiture. Les Allemands vont créer une voiture pas chère qui va s'appeler la voiture du peuple, la Volkswagen. Volks en allemand qui veut dire peuple et Wagen qui veut dire voiture. La Volkswagen, qu'on connaît encore aujourd'hui, va être créée à l'époque de Hitler pour être une voiture qui va sillonner l'Allemagne. On va faire des défilés où on voit les Allemands au travail. Ils ne défilent pas avec des fusils, ils défilent avec des pelles. Puis Hitler, dans ses discours, parle de l'Allemagne au travail. Et évidemment, les gens ne peuvent pas être contre ça. 30 % de chômage. Ils en ont du travail maintenant. Là. Ils peuvent faire vivre leur famille. L'autre chose aussi qui va être très forte à cette époque-là, c'est l'embrigadement des jeunes. Aujourd'hui, on envoie nos enfants dans des camps de jour. Bien, c'est un peu la même chose que les Allemands vont inventer. Ça existe aux États-Unis, on appelle ça les scouts. Mais en Allemagne, on va appeler ça la Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces camps-là? On fait des exercices physiques. Il y en a pour les filles, puis il y en a pour les garçons. Et pour les filles, on leur apprend à devenir de bonnes mères de famille, faire des enfants allemands, des Ariens. Et pour les garçons, on va leur apprendre la gymnastique, on va leur apprendre la boxe, on va leur apprendre des rudiments
de survie. On fait des défilés la nuit au flambeau. On fait des défilés au drapeau. On chante des chants patriotiques. En fait, on rend les Allemands fiers, puis on leur demande d'aimer l'Allemagne. Et je vous dirais, dans un contexte où personne ne veut la guerre un jour, ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal? C'est sûr qu'on sait qu'il y a des opposants qui sont éliminés et tout ça, mais peut-être qu'on préfère ne pas le voir à cette époque-là, puisque on a les bienfaits de ce que le régime nazi nous donne, c'est-à-dire du travail et une certaine prospérité, alors que ça allait très, très mal auparavant. Puis un des exemples du succès allemand va se dérouler en 1936 lors des Jeux olympiques. Hitler va tout simplement se contenter de déclarer l'ouverture des Jeux olympiques, mais les Jeux olympiques, c'est évidemment pour un pays de démontrer son rôle politique, économique, à quelle place il est rendu. Et l'Allemagne peut montrer au monde sa prospérité. Écoutez, ils sont sortis de la crise là, de façon foudroyante. De 1933 à 1936, c'est plus la même Allemagne, là. C'est une Allemagne prospère, c'est une Allemagne qui est en train de se réorganiser. C'est sûr que c'est axé beaucoup sur le plan militaire. Au niveau politique aussi, l'organisation, l'État allemand, on appelle ça le Reich, l'organisation allemande est vraiment autour d'un chef charismatique. Et il y a des affiches un peu partout à travers l'Allemagne où on parle du Führer, le chef, qui est dans le fond presque un dieu. Et partout, les gens scandent « Ein Reich, ein Volk und ein Führer ». Ça veut dire un seul État, un seul peuple et un seul chef. Un seul État, un seul peuple, un seul chef, là, c'est le pan-germanisme. Il y a des Allemands un petit peu partout en Europe qui ne sont pas dans l'Allemagne et qui devraient revenir dans l'Allemagne. Et ça va devenir extrêmement important. Et il y a un slogan. J'osais pas le faire, mais je vais quand même vous le dire parce que toute nuance étant difficile, là, c'est « Mach Deutschland wieder große ». Ça veut dire tout simplement, puis je vais vous le dire en anglais, « Make Germany great again ». Alors, les recettes d'hier peuvent très bien servir aujourd'hui. Ceci étant dit, on va passer à autre chose. Cette autre chose-là, c'est le pan-germanisme. Le pan-germanisme, c'est de réunir tous les pays germanophones d'Europe et de créer la Grande Allemagne. On ne s'en cache pas. Il y a des Allemands. Puis ces Allemands-là, ils proviennent de où? Bien, auparavant, ils étaient à l'intérieur de l'Autriche-Hongrie ou à l'intérieur de l'Allemagne. Mais après le traité de Versailles, avec la création de différents pays, notamment la Pologne, les pays baltes, la Tchécoslovaquie, etc., bien, il y a des populations allemandes qui vont se retrouver en dehors de l'Allemagne, à l'intérieur de d'autres pays, ce qui est inacceptable pour Hitler. Ça l'a été pour la République de Weimar, mais ça ne l'est pas pour les nationalistes allemands, les nazis. Évidemment, dans une émission d'une demi-heure, on ne peut pas tout dire. Par exemple, l'assassinat de Hans Röhm, puis des sections d'assaut, puis etc. On n'a malheureusement pas le temps. Il faut faire des raccourcis, de brefs résumés. Alors, on va s'en tenir, bien sûr, à l'essentiel. Mais je vous dirais que sur l'Allemagne nazie, il y a beaucoup de documents écrits et beaucoup de documents, je vous dirais, de films, autant documentaires que de fictifs, qui sont excellents et qui nous permettent de comprendre ce régime-là et de le juger à bon escient. Alors, une des premières interventions qu'on va avoir de l'Allemagne, ça concerne une petite portion de l'Allemagne
qui avait été mis sous le protectorat de la Société des Nations et qui s'appelle la SAR. Et la SAR est un territoire sous occupation française, mais sous protectorat de la Société des Nations. Pourquoi? C'est qu'il y a des mines de charbon à la SAR et la France voulait profiter de ces mines de charbon-là, de s'approprier les mines de charbon, et ça a marché. Ça a duré de 1919, après le traité de Versailles, jusqu'à 1935 à peu près, où la France produit le charbon qui appartenait auparavant à l'Allemagne. En 1935, pour l'Allemagne, ça suffit. Et l'Allemagne, Hitler va envoyer ses troupes à la Sarre, cette petite portion de territoire-là. Et Hitler dit, si la France réagit, on retourne parce qu'on n'est pas capable de s'opposer aux Français. La France ne réagira pas. Et ce que l'Allemagne va faire, et en quelque sorte c'est brillant, ils vont faire un référendum à la Sarre. Et évidemment, c'est peuplé d'Allemands. Alors, le référendum va donner gagnant le rattachement à l'Allemagne. C'est drôle de voir que cette solution-là est encore présente aujourd'hui parce que Vladimir Poutine veut organiser des référendums dans les territoires occupés, envahis par la Russie, où évidemment, on s'est débarrassé des Ukrainiens, puis il reste des russophones qui sont là. On connaît les résultats du référendum, mais est-ce que ça le rend légitime? Ça, c'est autre chose. En 1936, on a également une portion du territoire, encore une fois, sous occupation de la SDN, mais qui était, pour les Français, la Rhénanie. Alors, en 1936, toute la Rhénanie, cette région-là, qui est limitrophe à la Sarre, va être... Les troupes allemandes vont faire exactement la même chose, vont pénétrer en Rhénanie en se disant, écoute, s'il y a protestation, on sort de là. Il va y avoir une protestation diplomatique, mais on apaise, puis la Rhénanie va retourner, référendum à 98 % va retourner à l'Allemagne. En 1938, les Sudètes. Les Sudètes, c'est une portion de territoire de la Tchécoslovaquie. Alors, c'est peuplé d'Allemands, un petit peu partout. Alors, pour éviter une guerre, parce que Hitler dit on ne laissera pas faire, on va y aller, on va les prendre ces territoires-là, puis s'il faut par la force. Alors, pour éviter une guerre, les Britanniques, les Italiens, les Allemands puis les Français vont se réunir à Munich, qu'on va appeler les accords de Munich, sans la présence de la Tchécoslovaquie. Imaginez-vous, on discute du territoire de la Tchécoslovaquie et la Tchécoslovaquie n'est pas invitée. Et on va s'entendre par les accords de Munich pour céder ces territoires-là à l'Allemagne. Hitler est très content et il dit, à partir de là, moi, j'en revendique plus de territoire, c'est terminé. Sauf qu'en 1939, il va envahir la Tchécoslovaquie. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va protester. En 1939, il va y avoir également une autre intervention. C'est ce qu'on va appeler l'Anschluss. L'Anschluss, c'est tout simplement l'annexion de l'Autriche. Alors, les troupes allemandes vont traverser la frontière, puis vont pénétrer en Autriche. On peut comprendre que la situation autrichienne est très différente. Le président de l'Autriche de l'époque devra s'enfuir, et ce qui va rester, bien évidemment, ça va être des gens pro-allemands. Et de toute façon, lorsque les troupes allemandes vont pénétrer en Autriche, écoutez, c'est la folie, c'est l'enthousiasme. Ils sont accueillis comme des libérateurs avec les drapeaux nazis. Alors, on va utiliser la même technique un coup que Hitler est allé prononcer son discours, parce que c'est un Autrichien, Hitler, et qui est allé prononcer son discours pour dire sa fierté de réunifier l'Autriche. On va utiliser la technique du référendum et les résultats du référendum pour la réunification de l'Autriche et de l'Allemagne. En Allemagne, le résultat est de 99,08 % en faveur, puis en Autriche, il est de 99,75 % en faveur de la réunification. C'est clair. Alors, l'Allemagne s'est emparée
de la Sarre, de la Rhénanie, de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche. Et maintenant, il reste la Pologne. Il y a une ville qui s'appelle Danzig et qui coupait l'Allemagne en deux, que Hitler va revendiquer. Mais ce qu'on ne sait pas, et ça c'est absolument épouvantable, c'est qu'il va y avoir un pacte secret entre les Russes et les Allemands qui s'appelle le pacte Ribbentrop-Molotov, où les Russes et les Allemands s'accordent pour se partager la Pologne si jamais il y avait une agression contre la Pologne. La Russie va pouvoir, l'URSS, s'emparer de la moitié de la Pologne avec la Finlande et les pays baltes, et l'Allemagne va prendre l'autre moitié de la Pologne, plus la ville de Danzig. Évidemment, on ne connaît pas l'avenir, puis il n'y arrivera pas d'agression, sauf que le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Et à partir de là, la Grande-Bretagne puis la France, qui avaient déjà signé des accords de solidarité avec la Pologne, se rendent compte que la politique d'apaisement, ça ne marche pas. Et ce sera le prélude à la Deuxième Guerre mondiale, l'apocalypse. Merci. Bonne semaine.